C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans. Avis de tempête. Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique. Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Saccage des machines et incendie. L'agitation s'était étendue aux mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup, j'étais furax, j'étais en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler les slogans. Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres ont préparé l'ouragan. Enfilez vos kawaii et vos écouteurs. Bienvenue sur le podcast Avis de tempête. Saison 2, épisode 5. Pratiquer les écoféminismes depuis les marges. En automne 2022, une camarade des luttes écoféministes a sorti un bouquin qu'on a vraiment adoré. L'écriture de Myriam, Baafou, dans Paillettes sur le compost, déborde dans tous les sens. Ça sort des catégories classiques des essais philosophiques, des témoignages, des recueils, et elle explose aussi toutes ces cases qu'on prend pour acquises, notamment ce qu'est l'écoféminisme. À rebours de dévoiements transphobes par certains groupes écologistes, Myriam Baafou propose une vision queer et non essentialiste des écoféminismes. On a eu la chance de pouvoir discuter avec elle lors de l'événement dédié aux écoféminismes organisé à la librairie de la Parole Errante à Montreuil le 4 novembre dernier. On a parlé de pauvreté, de nos corps, de notre animalité et de notre sensualité, et d'anti-humanisme. Comme ça. Vous nous entendez bien ? Arrêtez de parler dans le fond. Ok. Bonjour et merci à tous et toutes d'être là pour cette journée sur les écoféminismes. Donc, on a déjà eu une présentation du film de Voix des Terres. Et maintenant, on va parler avec Myriam Baafou, qui a sorti ce livre, Des paillettes sur le compost, il y a un mois. Donc, on est très content de pouvoir faire cet événement ici à La Parole Errante, qui est donc co-organisé avec la librairie Michel Firck, le podcast Avis de tempête et le collectif Voix des Terres. Myriam, tu te définis comme chercheuse en philosophie féministe le jour et militante en période d'essai la nuit. Tu navigues entre plein d'univers, à la fois que ce soit des milieux universitaires ou militants, et que ce sont des milieux féministes, véganes, queer et écolo. Donc ton livre Des paillettes sur le compost, c'est un livre qui parle des écoféminismes ancrés dans le quotidien et que nous on a trouvé passionnant et foisonnant à la fois parce qu'il traite de beaucoup de sujets et dans des perspectives décoloniales et minoritaires. Donc comme je viens de le dire, on va parler de beaucoup de sujets, mais nous on a décidé de se restreindre à 3 thèmes, donc ça va être quand même très foisonnant, mais comme ce livre il parle de plein de sujets en général, on a décidé de se restreindre. Et ces 3 thèmes, donc on va d'abord parler de la question de la pauvreté, après on va parler de la question de la construction de la féminité et de la sexualité, et enfin on va terminer plus une partie sur pourquoi il faut que les écoféminismes adoptent une vision anti-humaniste, et on va un peu détailler là-dessus. Vaste programme. Ouais, vaste programme. Et donc du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, on avait une première question pour toi, Myriam. C'était comment tu en as été arrivée à écrire ce livre et pourquoi c'était important pour toi d'écrire sur les théories et pratiques écoféministes dans le contexte actuel et dans le contexte français. Ça, c'est juste la question d'introduction. Pourquoi ça me paraissait important d'écrire ce livre ? Plein de raisons, mais on va partir de la plus basique et un peu drôle. C'est que moi, je suis pas du tout sur les réseaux, par exemple. J'ai peu de présence médiatique ou digitale ou tous ces trucs. Et du coup, à chaque fois que je parlais, les gens disaient « Mais comment on fait pour suivre vos idées ?» Et donc, en bonne boomer, j'ai écrit un livre. Du coup, je pense que c'est une belle manière de dire aux gens... Enfin, il y avait un peu un truc de promotion, de visibilité, en fait, de quelque chose. Et je voulais pas me mettre dans des médiums... plus mainstream, enfin peut-être qu'un livre c'est mainstream, j'en sais rien, mais en tout cas plus digitaux pour promouvoir ses idées et ses personnes. Et peut-être aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Moi, en fait, je crois pas dans ce livre que
Bon, peut-être un peu, mais je crois pas que j'invente des trucs ou que je propose en fait des nouvelles théories, des nouveaux paradigmes de pensée, etc. Je crois que plutôt je mets à disposition en fait plein de pensées minoritaires, plein de gens autour de moi. En fait, les gens qui interviennent dans le livre, c'est mes amis, les gens que je cite dans la bibliographie, dans les podcasts, c'est des gens un peu que je connais. Enfin, il y avait vraiment un truc de montrer en fait les mondes écoféministes qui vivent, qui existent dans un cadre français et qui sont absolument délaissés de toutes les discussions en fait écoféministes aujourd'hui actuelles de façon plus mainstream. Et peut-être en dernier volet de ma réponse, c'était justement de faire de refuser en fait ou de répondre au discours en fait hégémonique écoféministe qu'il y a aujourd'hui et qui est justement très attaché aux théories, aux concepts et à l'histoire. Et les théories et les concepts et l'histoire sont absolument indispensables dans n'importe quelle pensée, dans n'importe quelle lutte aujourd'hui. Mais quand ça constitue la totalité de la perception qu'on a d'un mouvement, c'est extrêmement compliqué parce que du coup, ça nous donne très peu de moyens d'action en fait. Et moi, je crois pas trop, tu vois, que j'ai parlé un peu de théorie parce que forcément, je suis aussi d'un milieu universitaire et j'adore la théorie. Il y a des trucs hyper excitants dans le fait de de manipuler des concepts et de voir ce qu'ils peuvent faire entre eux, de les faire rencontrer, etc. Mais en fait, j'avais vraiment envie, et j'ai encore envie aujourd'hui, dans tout ce que je fais, de dire en fait que les écoféminismes, c'est des manières d'agir, en fait. C'est des manières d'être au monde, c'est des manières de faire. Et c'est peu des manières de penser, et c'est peu des idéologies, en fait. Alors que jusqu'ici, je crois que dans le paysage intellectuel francophone écoféministe, on a beaucoup d'histoires. On a beaucoup d'histoires de la pensée, on a beaucoup d'histoires philosophiques. Voilà, même quand on va dire c'est quoi les histoires des écoféministes, on va parler des mouvements antinucléaires, on va parler du mouvement Chipko, et oui, c'est important, ça existait, mais en fait, plutôt comment ça se pratique aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que moi, à mon humble et très narcissique niveau à la fois, je pense que ce mot, il peut avoir une espèce de force et de radicalité en fait sur la réalité que peu d'autres mots me donnent. Voilà. C'est déjà beaucoup. Mais un peu pour rebondir sur ça, parce que en effet, ton livre, il est tout le temps ancré dans ton expérience quotidienne, dans ton vécu. Et notamment, dans le tout premier chapitre, je crois, tu parles de ce que ça fait de grandir dans la pauvreté. Et tu soulignes via ça que c'est depuis ce vécu très spécifique, que les écoféminismes peuvent naître, que ce soit l'expérience de la pauvreté, de la précarité, et que c'est là vraiment que peuvent se créer les différentes solidarités qu'on peut expérimenter. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ça et ce que ça veut dire pour toi, en fait ? Je crois qu'en écrivant ce livre, en fait, je vais arrêter de dire je crois, parce que c'est un truc militant qui fait que ne penser, en fait, non, je sais pourquoi j'ai écrit ce livre quand même, je l'ai fait. En fait, en écrivant ce livre, j'ai voulu proposer quelque chose d'accessible. Et en fait, c'est ça aussi dans les écoféminismes aujourd'hui, c'est que c'est tellement dit par une minorité intellectuelle, universitaire, blanche, cis, on peut dire tous les autres privilèges qui constituent aujourd'hui la majorité de personnes qui écrivent et qui pensent les écoféminismes. Et pour moi, ce mouvement, il est tellement prometteur et organique et beau et radical que je me suis dit, c'est pas possible en fait. On peut pas se contenter de ça. Genre, c'est presque une insulte aux écoféminismes que de se dire en fait qu'en France, c'est ça les écoféminismes. Donc, il y avait un souci d'accessibilité et d'où la pauvreté en fait. Parce qu'en fait, et ça, j'en parle beaucoup dans le livre. Bon, peut-être, on va pas faire un truc psychanalytique de moi et mon parcours. Je vous promets, ça va pas être ça. Mais non, mais tu vois, si tu parles de pauvreté, en fait, tu parles pas nécessairement, en tout cas pas que de revenus économiques en fait. Pour moi, c'est pas du tout ça la pauvreté. Et dans les écrits et les luttes marxistes sur même la lutte des classes ou ce que c'est que la classe de prolétaires. Enfin, en fait, on a déjà écrit là-dessus. On sait très bien que ça n'a presque rien à voir avec l'argent en tant que possession économique. Mais c'est plutôt les espaces en fait de pauvreté. Et moi, en fait, de me dire que j'écris un livre à partir de ces espaces-là, ça veut dire que je dois rester fidèle en fait à ces espaces-là, à un endroit, pas complètement. Parce qu'en fait, je suis traîtresse aussi à ces espaces en ayant, par exemple, suivi un cursus universitaire, en étant entourée de personnes blanches, comme c'est le cas aujourd'hui. Non, mais il y a quelque chose de l'ordre de la déviance et de la traîtrise par rapport au milieu d'où je viens. Mais dans l'écriture de ce livre, je me suis dit, je ne peux pas continuer à mobiliser ça. Ça, je le fais pour la thèse ou pour d'autres trucs. Voilà, il y a pas de... c'est bon, il y a d'autres espaces où je peux le faire. Mais ce bouquin, en fait, il faut qu'il y ait des personnes qui, moi, m'entourent, avec qui j'ai grandi, que ce soit mes sœurs, ma famille, qui puissent être capables de le lire et de voir comment ça fait sens, en fait, pour elles. Parce que le but, en fait, c'était de dire, vous êtes aussi des sujets légitimes des écoféminismes.
Et ça, pour moi, c'était le truc principal presque qu'il y avait à faire là-dedans. Je crois que c'est à peu près réussi. Et donc, d'où l'idée de faire des histoires très incarnées, très personnelles, qui sont pas de l'ordre de l'anecdote. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais vous racontez des anecdotes ». Ben non, en fait. C'est du quotidien. Et pour plein de personnes, c'est leur quotidien. C'est ce qu'elles vivent tous les jours de leur vie. Et on n'est pas une anecdote, en fait. On n'est pas une anecdote de l'histoire. On n'est pas une anecdote de l'écoféminisme. Et c'est... Ouais, c'est ça. On n'est pas une note de bas de page, bien que j'adore les notes de bas de page. Mais il y a quelque chose comme remettre au centre, en fait. Et donc, pour revenir à ta question, parce que quand même, il va falloir que j'y réponde à un moment. Les espaces de pauvreté, en fait, c'est des espaces où, justement, on nous a appris que nous n'étions pas des sujets légitimes à propos de quoi que ce soit. Et notamment en politique, en fait. Et donc, moi, l'idée, c'était de ramener le discours et la lutte, en fait, écoféministe dans ces espaces-là. Et en fait, quand on regarde à l'échelle globale, historique, transnationale, on peut l'appeler comme on veut, les luttes écoféministes, que ce soit des luttes antinucléaires, que ce soit des luttes anti-extractivistes, que ce soit des luttes contre des méga-projets, en fait, toutes les luttes qui existent dans ce qu'on appelle le Sud globalisé, en fait, ce sont des luttes par des minorités de genre pauvres, en fait. Ce truc-là, il n'est pas négociable. Parce que quand tu es pauvre et quand tu es dans des espaces qu'on dit pauvres, enfin, du coup, on dirait, c'est quoi qu'on dit ? Milieu populaire. Voilà. Mais même ça, tu vois, c'est intéressant, je trouve, de dire milieu populaire. Toi, c'est quoi le terme que tu utilises le plus ? Moi, c'est la première fois que j'écris que je suis pauvre, par exemple, dans ce livre. Parce que le mot pauvre, en fait, comme je le dis, c'est une insulte, en fait, en général. Quand tu dis à quelqu'un, tu vois, c'est une pauvre fille ou c'est un pauvre mec, c'est une pauvre... Tout ce que tu peux rajouter, tu peux mettre pauvre, en fait, derrière, ça va encore plus dévaluer la personne, si tu veux. Mais du coup, là, moi, quand j'utilise ce terme-là, c'est juste pour essayer de se réapproprier, en fait, un terme qui est de base assez négatif et assez difficile. Et peut-être en évitant d'autres termes comme milieu populaire, ou non, il y a un autre milieu modeste, même classe moyenne, tu vois, je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, il y a comme un flou, alors que te dire pauvre, en fait, les pauvres se reconnaissent. Quand tu as été élevé pauvre dans un milieu pauvre, en fait, tu sais très bien ce que c'est. Et de fait, donc historiquement, les écoféminismes sont nés de ces espaces d'extrême pauvreté parce qu'il y avait quelque chose comme une violence en fait extrême sur leur quotidien. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas accès en fait aux ressources, à la qualité de vie, à la réussite, à la considération qui est liée à d'autres formes de privilèges et notamment à l'espace de la ville par exemple. Et peut-être oui, je pense. Alors je pourrais continuer, hein, mais peut-être je vais m'arrêter là sur le côté pourquoi la pauvreté c'était important de commencer par là. Parce que du coup, voilà, ça délégitime certains sujets qui, aujourd'hui, sont comme évidents dans les écoféminismes, qui sont des sujets blancs, bourgeois, cis, et qui pensent l'écoféminisme d'une manière qui est une idéologie et peu comme un vécu. Et en fait, les personnes qui vivent la pauvreté, de fait, elles vivent à l'intersection de plein de choses. Et à cet endroit, pour moi, les écoféminismes constituent un outil beaucoup plus redoutable et beaucoup plus intéressant que juste du discours. Et du coup, en partant de ça, tu dis aussi que tu penses que c'est important de revaloriser la classe comme une identité politique pertinente. Et en fait, tu reprends une expérience que nous, on a eu l'impression de partager, qu'on a très souvent du mal à pouvoir positionner nos camarades militants, militantes sur l'axe de la classe, en fait. Et que si on ne peut pas situer ces personnes-là, c'est souvent parce que c'est des personnes aisées qui ont la possibilité de taire en fait ces privilèges-là. Par exemple, pour répondre à ça, tu parles à des initiatives comme il y a pu y avoir au Climate Justice Camp, qui est un camp qui a lieu en Belgique, où il y avait eu un atelier en non-mixité le terme c'était de personnes issues de quartiers populaires. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce genre d'initiative ? Est-ce que tu penses qu'il faut les développer ? Qu'est-ce que ça produit, ces espaces-là ? Et un peu aussi pour complexifier la question, tu dis aussi qu'il faut pluraliser les expériences de la pauvreté et montrer qu'en fait, c'est pas la même chose d'être pauvre et racisé, d'être pauvre en campagne, pauvre dans des quartiers urbains. Est-ce que tu peux revenir un peu sur toute cette complexité des expériences de la pauvreté ? Alors, toute la complexité, je sais pas. Parce qu'encore une fois, ça dépend combien d'heures on a. Et je pense que les gens en face vont être là. Non, tu ne vas pas revenir sur toute la complexité, je te le dis. Non, mais en tout cas, je peux parler de moi, d'où moi je parle et d'où je viens, en fait, et de pourquoi ça fait sens. Et en fait, ce livre, il est plutôt comme une manière d'exprimer moi d'où je parle et pourquoi moi ça fait sens, en permettant à d'autres personnes, et moi j'espère en fait profondément que demain ou que d'autres récits en fait de personnes pauvres, effectivement ayant vécu en campagne, personnes pauvres migrantes, personnes pauvres, tu vois, et même racisées, qu'est-ce que ça veut dire en fait, quel parcours d'immigration, que ces endroits-là puissent émerger dans une discussion écoféministe. Du coup, c'est moins de dire, regardez, la pauvreté constitue l'espace unique à partir duquel on peut tout penser de manière très monolithique et unilatérale.
mais plutôt de dire, en fait, il y a plein de choses à découvrir à cet endroit et juste portons l'attention et décentrons-nous, en fait. Enfin, moi, je fais que de jouer entre ce truc de marge et centre, en fait, je crois, tout le temps dans le livre, dans ma vie. Mais bon, pour revenir à la question, quand tu nais pauvre ou quand tu grandis dans un milieu pauvre, en fait, on t'apprend que intrinsèquement, profondément, tu as quelque chose qui cloche, en fait, avec le reste des gens et que tu dois tout le temps cacher. Les personnes pauvres, on a appris à tout le temps cacher, que ce soit par le rire, par les petites blagues, par les manières d'éviter les discussions, par le fait de voir que quand une discussion, il y a trop de références, et ben en fait, on va vite se retirer pour pas montrer que... Toutes ces espèces de micro-défenses en fait, qu'on active au quotidien pour juste pas se visibiliser en tant que pauvre. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée et que mes potes disaient juste on va aller boire un café après. En fait, pour moi, c'était pas possible. J'avais pas 2 € pour aller boire un café, en fait. Et tu vois tous les espaces en fait de socialisation que tu rates. Qu'est-ce que tu dois inventer pour tes potes de 16 ans qui sont là et qui vivent en plein centre de Lyon, etc., dire en fait je n'ai pas 2 € pour aller prendre un café avec vous. Bien évidemment que tu vas jamais dire ça en fait. Donc tous ces mécanismes en fait là de défense, de déviance, de gymnastique, en fait tout ça, moi je trouve ça hyper créatif en fait à un endroit. Tu vois, je pense qu'on est vraiment des résistants de ouf en fait, et que dans un projet politique, on a tout intérêt à écouter en fait ces voix-là, et d'autant plus dans un milieu militant. Enfin, tu vois, si le milieu militant est un endroit où, au contraire, on met nos vulnérabilités en jeu, peut-être c'est pas ça le milieu militant pour tout le monde aussi. Peut-être j'ai une mauvaise définition du milieu militant, mais en tout cas, à un endroit, il faut bien lutter, en fait. Et si tu luttes, pour moi, on est censé se mettre en danger, en fait, à ces endroits-là. Et si je lutte avec des personnes qui ne se mettent pas en danger ou qui ne dévoilent pas, en fait, ces endroits-là, moi, j'ai pas confiance. Et je crois que la confiance dans les milieux militants, c'est presque la base, en fait. Genre... Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'en temps de crise, du coup, quand il y a des moments extrêmement difficiles, genre le Covid ou d'autres moments comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, les personnes qui ont des privilèges retournent en fait dans leurs privilèges, que ce soit de classe, de race, etc. Et les personnes donc pauvres se retrouvent en fait face à leur extrême solitude, à leur extrême dépouillement, en fait. Et pour moi, là, c'est un échec du milieu militant. Donc, la question, ce serait de dire comment, en fait, on arrive à poser ces enjeux de classe au centre du milieu militant, sans en faire un truc idéologique. Parce qu'en fait, moi, c'est pas d'anticapitalisme que je parle. Bien sûr, ça l'est en toile de fond, toujours. Mais tu vois, toi et moi, on va se dire anticapitaliste, c'est OK. Mais qu'est-ce qu'on a dit l'un de l'autre une fois qu'on se dit ça? Tu vois, qu'est-ce que je sais de toi? Quelle honte, quel tabou, quel trauma, quel truc il y a à l'intérieur? Moi, tu vois, je suis anticapitaliste et en fait... toute ma vie, je rêve d'être habillée trop bien, je rêve de dormir dans des hôtels de luxe, j'adore bien manger. Non, mais tu vois, et ces espaces-là, encore une fois, de dissidence, et de déviance et de non-innocence, en fait, pour moi, ils gagneraient à être investis dans le milieu militant, mais d'une manière non idéologique, en fait. C'est-à-dire, on n'est pas là pour parler d'anticapitalisme. Enfin, on peut, bien sûr, encore une fois, c'est l'horizon politique qu'on a tous et toutes, mais comment aujourd'hui, toi, tu te démerdes avec ces histoires de classe? À quels endroits tu sens que tu es traître? Tu vois, j'en parlais au début, être traîtresse, en fait. Être traîtresse à sa classe, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Parce que finalement, le monde entier te pousse, enfin la société en tout cas te pousse à gagner plus et à réussir. Et en fait, une fois que tu le fais, bah, les gens de ta classe te regardent comme une espèce de monstre, quoi. Mais t'es jamais accepté parmi les riches non plus. Enfin, tu vois, et c'est pour ça que je parle de performance, en fait. Parce qu'on est toujours dans ce truc de performer, trouver des mécanismes, essayer de faire voir, faire semblant. Et pour moi, c'est pas artificiel, en fait. Ça devrait pas être mis de côté. Ça devrait être beaucoup plus au centre des discussions. Donc c'est pour ça que je parle de cet atelier en mixité choisie de personnes pauvres, en fait. Pour moi, on pourrait l'appeler comme ça. Ça, c'est hyper intéressant que ça existe. Mais le risque, pour moi, c'est que ça refasse de l'idéologie, en fait. C'est que ça refasse de l'idée derrière. Qu'en fait, on s'allie vers des grandes... Dans quel sens tu veux dire que ça fasse de l'idéologie? Dans le sens où, en fait, ça recrée des théories, en fait, de... c'est quoi la pauvreté? Ça rend monolithique, en fait, tout à coup, des vécus pour dire, ah ben voilà, là, c'est les personnes... pauvres, anticapitalistes, presque dont le vécu est presque plus valide que les bourgeois. En fait, et les bourgeoises restent dans leur silence et dans leur crispation, et personne n'arrive à parler. Donc, je dis pas que c'est ce qui s'est passé. Hein. Je dis juste que cet outil-là, il est intéressant. Mais pour moi, ce qui serait encore plus intéressant, c'est vraiment d'arriver à parler d'un endroit, c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais vraiment du cœur, quoi. Enfin, tu vois, des tripes ou d'un truc de... Qu'est-ce qui, moi, me met mal à l'aise dans le fait d'être là en tant que militant, militante? Si tu as un héritage demain de 100 000 boules qui va tomber quand ton grand-père va mourir, ben en fait, j'ai envie de le savoir. Si on est amis, j'ai envie de le savoir. Et ça va pas dévaluer notre amitié. Ça va peut-être la changer. On va avoir des discussions qui vont être difficiles, mais j'ai besoin d'avoir ça au centre. Et je crois qu'on le fait vachement avec le genre, le féminisme aujourd'hui, avec la race un peu plus. Mais la classe, c'est encore une espèce d'impensé, je trouve... très très difficile. Et le dernier truc que je vais dire là-dessus, parce que ça fait quand même long, c'est que du coup pour nous en fait les personnes pauvres qui avons déjà été traîtresses à nos classes et sommes arrivées jusqu'à ces milieux-là militants, en fait on se reprend de la honte, on se reprend de vous n'êtes pas valide parce qu'on a en fait des désirs
et des aspirations qui ne sont pas les mêmes en fait que des personnes ou de classe moyenne ou bourgeoise. Parce que typiquement, moi, la réussite capitaliste, elle veut dire une chose bien différente pour ma famille, dont j'étais la première à avoir le bac, dont je suis le produit d'un parcours en fait d'immigration extrêmement difficile. En fait, moi, la réussite entière de ma famille, elle est sur mes épaules. Moi, quand je gagne de l'argent, en fait, il n'est pas pour moi, il est aussi pour ma famille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être anticapitaliste et de dire du jour au lendemain, je vais aller vivre dans une ZAD à faire de la permaculture, c'est trop cool. Enfin, tu vois, ça n'a pas les mêmes répercussions du tout politiques si moi je le choisis que si une autre personne en fait l'a choisi. Et si on n'arrive pas en fait à parler de ces espaces et à faire comme si tout à coup un espace militant allait neutraliser en fait tout ça, pour moi on rate quelque chose. Et encore en temps de crise, ça veut dire que toi tu vas être sauvé et pas moi. Et est-ce que tu aurais une explication pour dire qu'on arrive un peu à le faire sur les questions de genre et de race, et pourquoi en fait ça reste beaucoup plus un impensé sur les questions de classe? Je peux parler encore une fois à partir de mon vécu perso, mais en tout cas moi dans les milieux militants dans lesquels j'étais extrêmement seule en fait. Donc je me dis c'est parce qu'on est juste pas beaucoup. Non mais tu vois, en fait à quel point tu dois être, c'est même pas de l'ambition, c'est presque une forme de presque suicide mental, quoi, de te dire que tu vas arriver jusqu'à ces milieux-là et trouver ta place. Enfin, moi, je dis aux autres personnes pauvres qui me ressemblent, qui viennent de quartier ou quoi, mais en fait, venez pas, quoi. Non, mais vraiment, il n'y a rien de safe, tout va être difficile, en fait. Les micro-trucs au quotidien que vous allez vous prendre, ça va être hardcore, en fait. On va vous questionner sur qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous portez, qu'est-ce que vous aimez, pourquoi vous connaissez... Enfin, je sais pas, mais c'est tout, tu vois, même tes goûts, la manière dont tu as été élevé à la télé, quand tu fais des références à Kim Kardashian, les gens ils te regardent comme si t'étais... Non mais tu vois, il y a vraiment un truc de t'es dévalorisé en fait, t'es pas dans les bons codes, t'es pas dans les bonnes références. Donc je pense parce qu'il y a peut-être peu de personnes qui ont réussi à faire ce parcours-là, c'est moins des discussions aujourd'hui, alors que peut-être dans le genre... les queers arrivent de plus en plus, on arrive à se former en des espèces d'alliances comme ça et à vraiment investir en fait ces espaces. Mais il y a 5 ans, c'était pas du tout le cas, par exemple, hein, dans les milieux écologiques, d'écologie radicale. Enfin, tu vois, aujourd'hui, ça devient peu à peu un truc, mais c'est... Donc voilà, et dans l'antiracisme, c'est pas du tout le cas, par exemple, aussi, pour le coup, dans ces endroits-là. Mais je serais pas si pessimiste. Je crois que le fait même que là, on est en train d'en parler et que, tu vois, je puisse avoir publié ce livre avec ça en premier chapitre, en fait, ça veut dire quelque chose. Du coup, je pense qu'il y a quand même des ponts qui peuvent commencer à se faire. Comment, justement, dans ces milieux écolos qui se disent anticapitalistes et tout, il y a vraiment ce rejet, tout ce qui va être perçu comme superflu, bling-bling. Genre, là, c'est la première fois que je me suis fait faire les ongles. C'est pas un truc que je vais montrer dans ces milieux-là, en général, quoi. Et donc, ce que tu décris dans ton livre, c'est vraiment cette imitation en fait d'une pauvreté choisie, où genre t'as des gens qui vont s'amuser, c'est peut-être pas le cas, mais qui vont s'amuser à être pauvres ou à jouer les pauvres, mais qui peuvent choisir en fait à n'importe quel moment de se retirer de ça, notamment s'il y a une crise, quoi, comme tu disais. Et du coup il y a vraiment cette esthétique, cette performance de la pauvreté, et c'est quelque chose aussi qui efface du coup les origines de classe des gens avec qui on milite, sans effacer les dominations en fait qu'on va vivre au quotidien. Je pense qu'il y a vraiment, encore aujourd'hui, dans la définition de l'écologie, une idée que c'est quelque chose qui doit être de la souffrance. Non, mais vraiment. Et de se déposséder et d'avancer vers un état un peu plus pur, un peu plus naturel, en fait. Et je pense que le truc entre naturel et artificiel, moi, c'est ça. Moi, c'est ça mon obsession ultime, en fait, de la vie. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, moi, en fait, je le dis dans le livre, en fait, l'artifice, c'est ma nature, en fait. Je ne sais pas ce que c'est que le naturel. Je vois pas à quoi ça fait référence, en fait. Et ça, bref, ça touche plein d'autres questions, là, pour le coup. Ça touche la question du genre, ça touche... On va y venir, je pense. Voilà. Après. Mais en tout cas, dans l'idée de répondre à cette question, je pense que cette imitation-là ne se fait pas dans l'optique, de jeu, ou de reproduire, en fait, ou de faire comme si. Je pense que profondément, il y a énormément de militants et militantes dans des milieux écolos qui pensent que ça doit forcément être un parcours qui se dénude ou qui se libère. Et en fait, en faisant ça, ce que tu gardes, en fait, c'est déjà un privilège. Tu vois, ce que tu peux choisir de te départir, ça n'a pas de sens grammaticalement, mais on comprend ce que je veux dire. En fait, c'est déjà le fait que tu puisses faire ce choix, en fait, c'est déjà une forme de privilège, parce que ce que tu gardes, du coup, tu le considères comme légitime par rapport au reste. Alors que moi, ce qui est nécessaire pour ma survie, mon rouge à lèvres et mes talons, ça ne peut pas être considéré comme artificiel par quelqu'un d'autre qui n'a pas eu ces outils-là comme des outils de survie, en fait. Et donc, ce manque de reconnaissance-là crée
de la femmephobie, de la transphobie, du racisme, enfin, il y a plein de choses en fait. Parce qu'encore une fois, mon parcours de vie, en tant que personne issue de la pauvreté, de l'immigration, ces outils-là n'ont jamais été un truc artificiel. Moi, j'ai jamais eu l'idée, enfin, tu vois, on en parlera après, de la beauté en fait naturelle ne me représente pas en fait. Je ne fit pas dans ces catégories-là. Donc ces outils-là, bien sûr que je vais les prendre avec moi dans tous les milieux militants dans lesquels je vais aller. Et par contre, si vous me renvoyez de la violence par rapport à ça, bah, ça va créer des fractures en fait, et ça va créer des espaces où j'ai plutôt envie de me barrer en fait, et où d'autres personnes comme moi, typiquement des personnes racisées en fait, parce que là, moi, j'ai vraiment beaucoup vécu ces situations avec des personnes racisées. On peut pas faire semblant, on peut pas arriver et se départir de trucs qui nous forgent en tant que personne et donc dont on devrait être fier en fait, qui sont des trucs mais sacrificiels presque. Enfin, moi, j'ai galéré pour arriver à une conception de la beauté aujourd'hui qui me fasse du bien et qui me rende spéciale et stylée en fait. Et je vais pas gâcher ça parce que vous avez décidé que c'était pas assez dans le paradigme de la pureté écologique que vous me proposez. Mais par contre, et je vais terminer là-dessus, ça peut être des espaces où on peut discuter sur l'anticapitalisme en fait. Tu vois, ça veut pas dire que je suis tout à fait d'accord et enfin. Avec, j'en sais rien, l'industrie de la cosmétique en général. Je pense qu'on peut discuter ces espaces. Mais sans amener les sujets qui en sont touchés, en fait, on ne peut pas avoir ces discussions. Ce qui est très bien, c'est que tu nous amènes du coup à la transition sur cette deuxième partie, parce qu'on voulait parler un peu de construction de la féminité et construction de la sexualité. Et donc, du coup, en abordant cette question de la performance de la féminité, que ça peut être. Et comme tu l'as déjà dit, donc il y a un peu dans les milieux écolos, on va avoir une valorisation de cette beauté féminine dite naturelle qui va être sans recours à tout ce qui est considéré comme de l'artificiel, du maquillage, des talons, des hormones, etc. etc. Mais en fait, tu montres bien aussi dans ton livre que toute cette beauté naturelle, en fait, elle est construite et elle se nourrit en fait de normes que sont la blanchité, la minceur, la validité, la cissitude. Et en fait... tu parles aussi de ton expérience dans des salons d'esthétique. Est-ce qu'on va parler de ma chatte? Depuis que j'ai écrit un livre, on parle de mon épilation. Et en fait, tu dis que c'est des salons qui sont pris dans cette industrie de cosmétique qui est à la fois patriarcale et coloniale, mais que c'est aussi des espaces où tu as réussi à trouver de la puissance féministe et écoféministe. Est-ce que du coup, tu peux revenir un peu sur comment on doit déconstruire cette idée d'une beauté naturelle écolo qui viendrait sans travail et qui ne serait pas une performance en fait. Oui, c'est ça en fait. Je crois que c'est ça la partie qui m'intéresse le plus, qui ne serait pas une performance. Parce qu'en fait, le naturel pose quelque chose d'assez inné en fait. Comme si de base en fait on était comme ça. Et sauf que ça, encore une fois, c'est une forme de privilège en fait. Parce que si tu n'arrives pas à percevoir le travail en fait qu'il y a eu derrière quelque chose, c'est que juste tu ne vois pas les gens qui taffent pour le faire. En fait, c'est juste ça. Du coup, typiquement les personnes, en tout cas les meufs cis, qui pensent que le fait d'être cisgenre, en fait, c'est le truc qui demande le moins de travail ou d'artifice et qui en fait reproche aux personnes trans, aux personnes queer, aux personnes femmes même en général, de trop en faire, en fait, de faire une surféminité. En fait, elles ne perçoivent juste pas le travail qu'elles-mêmes, en fait, on a mis à leur disposition pour qu'elles puissent se saisir de cette féminité valide, en fait. Et enfin, j'en parlais dans un autre podcast à un moment, mais je pense que c'est des expériences que tout le monde, toutes les personnes qui ont été assignées meufs et grandies en France, et je pense que ça se généralise, ont eu, qui est comment te tenir en fait, juste dans ton corps. Moi, je me rappelle très bien, ma mère, elle m'a appris dans le corps comment croiser les jambes, comment rentrer le ventre, comment se tenir droite, à quel moment c'est naturel en fait ça. À quel moment on n'est pas déjà dans une discipline en fait des corps, dans une discipline de la féminité. Et le fait de déconstruire ça, si tout à coup j'écarte les jambes devant tout le monde et que je m'affaisse, est-ce que je vais devenir plus naturelle? Bah non en fait, parce que ce truc-là je l'ai aussi construit. Enfin tu vois, c'est juste pour moi effacer ce truc de naturel et revenir à m'a beaucoup aidé. Je dis pas que c'est le cas, enfin que ça devrait être le cas forcément pour tout le monde, mais ça m'a beaucoup aidé et j'invite juste les personnes à essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça ferait si on laissait ça tomber, enfin si on laissait ça de côté. Et pour ce que tu disais de la beauté naturelle, etc. dans les milieux écolos, je pense que c'est même pire en fait. Dans les milieux écolos, la beauté n'existe pas en fait. C'est même pas qu'on promet une beauté naturelle, c'est que c'est pas un sujet en fait. On s'en fout de ça. On est là pour lutter. Mais en fait, comment on fait? Non, mais vraiment. Et en fait, comment on fait si on n'est pas... La lutte avant tout. Comment? La lutte avant tout. Oui, voilà. Et c'est quoi la lutte, en fait? Parce que moi, je ne suis pas là, encore une fois, pour une lutte idéologique. En fait, les idées, je ne vais pas me battre pour des idées. En fait, je vais me battre pour des corps, des communautés, des gens en qui j'ai confiance, des gens avec qui je peux exprimer mes émotions, des gens avec qui j'imagine un futur
même s'il est temporaire, même s'il est c'est un CDD d'utopie, tu vois, moi je signe, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si c'est pour avoir les grandes idées et qu'on oublie qu'on est des corps, et donc du coup la sexualité elle vient peut-être après, mais qu'on est des corps qui sentent, qu'on est des corps qui se trouvent beaux ou belles, on est des corps qui avons envie de baiser, qui avons envie d'érotisme, de s'attirer. En fait, si on ne prend pas ça en compte, mais pour moi on va dans le mur. En fait, c'est un échec total. Ça va être horrible. Et au final, en faisant ça aussi, on réhabilite pour moi des normes virilistes en fait, parce que qui ne pense pas à son corps au quotidien, qui a le loisir en fait de se prétendre non genré en fait juste parce qu'on peut s'habiller de n'importe quel, c'est pas toutes les personnes qui sont dissidentes du genre en fait, c'est les mecs cis hétéros pour qui en fait d'ailleurs ces espaces-là sont ils sont confortables à l'endroit du corps parce qu'ils n'ont pas à se dire comme corps, mais moi vraiment à chaque fois que j'ai essayé d'amener ces trucs d'ultra-féminité, que ce soit des tenues, que ce soit du maquillage, que ce soit on s'épile les sourcils dans la cuisine. En fait, tout le monde est hyper intéressé. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça ? Non, mais est-ce que ça amène comme discussion ? Moi, j'ai peint la tête des vieux militants antinucléaires, tu vois, de 50 ans, et en ayant des discussions sur qu'est-ce que c'était que le maquillage pour eux, en fait. Et ça, pour moi, ça vaut de ouf dans une lutte. Plus, et je parle pour moi, je dis pas que ça devrait être trop global, mais en tout cas pour moi ça vaut beaucoup plus qu'un livre d'idées ou un truc d'idéologie où on va faire une liste de pourquoi on devrait être ensemble. En fait, j'ai besoin qu'on se sente en tant que corps. En fait, pour moi c'est là que ça vient toucher, et ça ferait du bien au milieu. Mais là, tu vois, je dis écolo, mais je pense que les milieux anards, c'est pareil, même les milieux féministes en fait aujourd'hui, de juste revenir à un truc de corps. Comment on se refamiliarise avec son corps ? Pourquoi j'ai honte de te faire un compliment quand tu rentres dans un espace tellement qu'on a été tu vois, déconnecté du fait que nos physiques, en fait, ça pouvait être un endroit de plaisir et de beauté et de confort et de lien, en fait, de lien social. Voilà. Peut-être pour revenir sur cette dichotomie un peu naturelle-artificielle, toi, dans ton bouquin, tu défends un écoféministe qui se veut non essentialiste, qui cherche à briser un peu ses visions dualistes et ses binarités de genre. Et tu montres aussi bien qu'on ne peut pas parler en fait, d'une place un peu pure, innocente, comme s'il y aurait d'un côté des victimes et de l'autre côté des complets bourreaux. Et en fait, tu penses qu'il y a un intérêt à complexifier un peu les visions écoféministes et à sortir d'un binarisme avec les hommes violents et destructeurs d'un côté, responsables de toutes les catastrophes écologiques, et des femmes pacifistes, innocentes, et plutôt à s'intéresser aux structures, qu'elles soient hétéropatriarcales, coloniales, validistes. Qu'est-ce que ça fait pour toi en fait de penser ces écoféminismes dans le mélange, dans la complexité, dans l'impur, et en quoi ça rejette cette forme d'essentialisme ? Oui, le mélange, voilà, moi c'est ça. Le mélange, le sale et l'hybride, en fait. Moi, c'est des catégories à partir desquelles j'aime beaucoup penser et vivre, en fait. Parce que comme je disais plus tôt, tu vois, je suis anticapitaliste, mais je continue d'être attirée démesurément par le luxe. Je suis antiraciste et pourtant ma vie au quotidien, déjà, elle est entourée de personnes blanches, en fait, par exemple. Et en fait, je ne peux pas nier ça. Je peux pas me dire en fait que le but ultime c'est la pureté ou c'est l'innocence en fait. C'est pas possible parce que du coup c'est nier mon quotidien, c'est nier toutes ces micro-expériences là qu'on dirait inintéressantes ou banales en fait, c'est leur retirer de la valeur. Et pour moi c'est pas possible parce que la plupart des gens sont tout le temps dans une négociation, sont tout le temps dans un truc de OK, là je fais ça, là je fais un peu moins ça, là je fais. Et pour moi, à ce jeu-là, en fait, au jeu de l'innocence, on perd tout. Pour moi, ça a été le grand échec de l'antispécisme, par exemple, en fait, de ne pas tenir compte de ces espaces de nuances et d'hybridité entre nos désirs, nos traumas, nos pulsions, nos envies, nos moyens de survie et l'horizon politique très lisse et très, je sais pas comment dire, monolithique, quoi. Et donc, pour moi, plutôt dans ce chemin-là, dans cet espace-là, entre qui on est et où on veut aller. Pour moi, c'est là en fait que la lutte politique, elle se fait, presque. C'est que là, en fait. Et de fait, ça ne peut pas être essentialiste, ça ne peut pas être innocent, parce que l'innocence, c'est un truc totalitaire, en fait. Vraiment, je pense que dans n'importe quel projet de dictature ou de totalitaire, en fait, c'est un projet d'innocence. On veut retourner on veut purifier l'espace, on veut éliminer une certaine catégorie de la population. C'est l'extrême droite, en fait. Tu regardes le discours de l'extrême droite, mais c'est tellement innocent. Enfin, c'est magnifique. Hein. Enfin, tu vois, on retourne à un état de pureté. Oh là, mais c'est pas humain du tout, en fait. Cet état-là, il est mortifère. Il y a que la mort, en fait, qui fait ça, qui rend tout comme ça si neutre et si, je sais pas comment dire, si équivalent d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, pour moi, mon écoféminisme, il ne peut que se décider à cet endroit-là. Ça n'était pas le cas, par exemple, il y a juste 2-3 ans. Hein. J'ai vraiment évolué sur ces questions.
Et c'est beaucoup plus instable. Alors le côté pas cool, c'est que c'est beaucoup plus instable. C'est beaucoup plus difficile à présenter devant des gens. Et je crois que c'est aussi précarisant pour une pensée en général de se dire déjà friable en fait à plein d'endroits. Mais je pense vraiment que c'est des pensées qui sont beaucoup plus authentiques et qui du coup peuvent beaucoup plus parler à des minorités en fait. Parce que les minorités qui sont dans des combats pour la survie, et elles n'ont pas le temps de faire des projets, tu vois, innocents en fait. Nous, on est là, tu vois, day to day en fait. Genre déjà, si tu arrives à demain, c'est un bête de truc. Du coup, si tu arrives à parler du mélange et tu arrives à parler de négociation et tu arrives à faire cohabiter en fait des espaces même à l'intérieur de toi qui se contredisent, pour moi, tu arrives à parler à des gens qui sont oppressés, mais dans la chair en fait au quotidien, pour leur dire vous êtes des sujets politiques valides en fait. Encore une fois, votre lutte, elle est politique et c'est pas parce que vous connaissez pas le nom des députés ou des grandes luttes écolo. En fait, c'est pas ça dont on parle. Et donc voilà, je crois que ça réinjecte de la valeur dans la vie des personnes qui ne se considéreraient pas comme politiques parce qu'elles n'arrivent pas à se départir en fait de toutes leurs catégories identitaires, quoi. Enfin, le plus on arrivera à maintenir tout ensemble, et c'est difficile, hein, et je dis pas qu'on peut y arriver sur le long terme, et ni même que c'est tenable sur un vrai projet écoféministe inclusif où tout le monde participera. Mais je pense que c'est possible à des micro-moments, et je pense qu'à ce moment-là, on arrivera beaucoup plus à être dans quelque chose de populaire, en fait. Je veux rebondir sur un truc que tu n'as pas dit là tout de suite, mais juste avant, parce que tu parlais en fait, de comment, dans pas mal de nos milieux, les relations intimes n'existent pas. On n'en parle pas. Tu le décris très bien dans ton livre aussi. Et les relations sexuelles, qu'elles soient, enfin, les relations intimes, je veux dire émotionnelles, sexuelles, qui sont un petit peu parfois dans cet entre-deux, mais parfois purement dans les pulsions aussi, hein, on ne va pas se mentir. Et c'est quelque chose dont on discute très peu en fait avec les camarades de lutte. Et du coup, on questionne jamais tous les enjeux en fait qui sont relatifs à tout ça. Et le passage dans ton livre vraiment où tu parles de ça, de cette impensée, de la sensualité, de l'érotisme, ça m'a vraiment fait penser au meilleur moment que j'ai vécu de militantisme, où c'était la première fois, le premier câlin que j'ai fait juste avec 2 autres militantes qui sont là aujourd'hui en plus dans la... Yes, on vous voit. dans la salle. Et ça m'a tellement touchée. Et ça m'a fait ressentir des trucs. Et j'étais là genre, ouais, en fait, ça me touche physiquement, ça me touche émotionnellement et tout. Et du coup, on se posait un petit peu la question de savoir comment est-ce qu'on peut réintroduire ces questions, ces pratiques dans nos luttes, nos milieux. Et nous deux, là, qui venons, on vient des milieux queer aussi. Et donc, on se disait, est-ce qu'il y a quelque chose à faire à partir de là? Et toi aussi, d'ailleurs. Et voilà la question. Eh ben, c'est parti. On n'arrive pas à parler de relations intimes. On n'arrive pas, en tout cas, à les poser. De fait, elles arrivent, en fait. Elles existent. Mais je dis pas que les milieux... Heureusement, d'ailleurs, putain. Si en plus, ce serait pas possible. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les politiser ou à les visibiliser. Et là, il y a plein de choses pour moi qui rentrent en jeu. Encore une fois, la prééminence de la lutte. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête en fait, de se dire que quand on est dans une ZAD, une occupation ou quoi, la lutte, en fait, c'est l'horizon politique. C'est le... Je sais pas, Starhawk, elle le dit super bien, ça, dans ses bouquins, en fait, de c'est quoi la vision d'un groupe, par exemple. Mais la vision d'un groupe n'est pas le groupe. Et ne sont pas les individus du groupe. Et il y a même des membres du groupe pour qui la vision, elle est secondaire. Moi, les luttes dans lesquelles j'ai été, la vision, elle était presque secondaire par rapport à ce que je pouvais faire dans l'ici et maintenant avec les corps. Dans un espace de lutte, non seulement la lutte préexiste, mais souvent, en fait, la violence qu'on se prend contre cette lutte, elle est extrême. La violence policière, la violence médiatique, que ce soit dans des luttes enfin, pour le coup, les minorités se prennent une violence extrême quand elles se mobilisent en tant qu'espace de lutte. Et en fait, à cet endroit-là, pour moi, on ne peut pas faire l'économie de l'amour. J'ai l'impression de sonner comme comment on dit, un prêtre, tu vois, dans une église. Tu vois, bientôt on va faire un truc de gospel. Non, je rigole. Non, mais c'est vraiment ça, en fait. Si on ne se dit pas en tant que sujet d'amour, et amour vraiment dans le sens le plus large du monde, mais pas un amour complètement idéologique non plus, je vous vois venir les autres. Non, mais moi j'aime la lutte. Non, c'est pas ça dont je parle. Non, de l'amour entre des corps, en fait. Et donc la tendresse, l'érotisme, les caresses, les baisers, les compliments. Enfin, moi, j'étais en yinche de compliments dans les milieux militants. J'étais là, mais à quel moment on se dit qu'on est stylé? À quel moment on se fait du bien, en fait? Et cette violence-là, en fait, elle nous tombe dessus, donc elle nous amenuise profondément, elle nous détruit. Les traumas militants autour de la police, mais ça devient, pour moi, c'est une banalité aujourd'hui. La moitié de mes potes sont en dépression. Hein. Enfin, et en fait, si on n'a pas ce truc-là de se dire qu'on est des corps et qu'on peut se faire du bien les uns aux autres, notamment par le sexe, mais pas que.
Et c'est pour ça que je dis héropolitique, en fait, parce que dès qu'on dit sexe, on a l'impression qu'on doit tous baiser ensemble, ce qui est ok aussi, hein, mais c'est pas là exactement que je viens chercher ma définition de l'héropolitique, en fait. C'est plus comment faire une politique du plaisir. Et ça, il y a un bouquin de Adrienne Mary Brown qui s'appelle Pleasure Activism que je cite. Enfin, ça, c'est la Bible pour moi ultime du truc. Et c'est une afroféministe. Enfin, je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi d'autres espaces de lutte qui n'avaient pas le choix de s'appuyer en fait sur ces endroits d'érotisme, parce que je pense aussi que le fait de se départir de ça, ça vient aussi d'un endroit de la blanchité en fait, où on peut en fait on peut se distancier du corps, où on peut se distancier des émotions, où on peut alors que moi typiquement dans les espaces dans lesquels j'ai grandi, racisé, pauvre, etc. En fait, le tactile c'est le quotidien. Moi, mes potes bourgeois, c'est eux qui me disent j'ai jamais dit je t'aime à mes parents et tout. Je suis là what non mais et je dis pas que ça se vérifie voilà de manière absolument Enfin, que ça se vérifie tout le temps, mais je pense qu'en fait, tu peux faire fi de tes émotions beaucoup plus facilement si en fait, tu as des privilèges économiques, de reconnaissance qui te permettent en fait, d'aller loin dans la vie. Si tu n'as même pas ça, en fait, il faut que tu rentres le soir et que ta daronne, elle te fasse un câlin. En fait. Donc en fait, je pense qu'on a gardé ça et qu'encore une fois, on a beaucoup à apprendre en fait, des personnes qui ont été oppressées à l'angle de plein d'intersections et qui considèrent le corps comme un moyen non négociable en fait, de la lutte. Et comme un espace suffisant même. En fait, ça n'est pas un moyen pour accéder à la lutte. Ça peut l'être, mais c'est aussi un espace suffisant. Et donc, pour les moyens concrets, donc les outils, moi, je dirais inviter les personnes qui savent parler de ça. Donc, moi, par exemple. Mais non, mais il y a d'autres personnes politiquement plus marquées, et j'en parle beaucoup dans le livre, les travailleuses du sexe, en fait. Typiquement, à l'échelle, on va dire, globale politique, on parle de personnes qui sont à l'intersection de plein de rapports d'oppression et de domination, qui galèrent en fait au quotidien, dont leur taf est illégal, leur existence est illégale. Leur existence est une violence, leur existence est niée au quotidien. Et pourtant, c'est quoi leur travail ? C'est un travail de care, c'est un travail d'écoute, c'est un travail d'attention et c'est un travail de corps et d'expertise du corps. En fait, j'ai pas de meilleur sujet. Non, mais vraiment, j'ai pas de meilleur sujet politique à proposer aujourd'hui que les luttes TDS, en fait, mais tous les milieux. Enfin, tu vois, c'est pas que les milieux écolos, pour les milieux qui ne se rappellent plus de comment on peut faire corps, en fait, entre nous. Et après, au-delà de ça, dans les milieux queer, je vois beaucoup de sexothérapeutes aujourd'hui. Enfin, beaucoup. Je vois que ça commence, en tout cas, à être quelque chose dont on parle, et on considère pas que c'est encore une fois, un aparté de la lutte, en fait. Non, c'est au cœur. Si moi, en fait, j'arrive pas à parler de comment on se relie au niveau du corps, comment on peut parler de nos sexualités, de comment on baise, de qu'est-ce qu'on aime dans une lutte, pour moi, on va dans le mur, en fait. On a raté quelque chose. Et en plus, et je vais terminer là-dessus, ce que ça fait, c'est que ça laisse ces espaces-là à ceux qui en profitent le plus. Donc, en fait, aux relations hétéros, aux relations cis-hétéros, tu vois, en fait, qui n'a pas le droit, qui peut en fait encore profiter des espaces, des angles morts en fait, c'est que des relations hétéros dans tous les coins qui se font. Et donc, les relations queer, on est encore plus empêchés dans ces trucs-là de s'exprimer. Et donc, moi, j'ai envie. J'aimerais trop qu'on puisse se réveiller un jour, qu'on aille dans la salle collective ou la cuisine ou je sais pas quoi, et qu'on voit des gens en train de s'emballer, en train de se rouler des pelles, en train de se dire j'ai adoré la nuit que j'ai passée avec toi, tu m'as trop bien baisé, des trucs où en fait c'est choquant pour la plupart des gens, mais en fait si on ne fait pas ça, on les laisse à la minorité qui en profite le plus, et du coup les violences qui peuvent se produire à cet endroit, elles sont inexistantes, elles se voient plus. Et le dernier truc, et c'est rare que je fasse du ouin-ouin mec cis hétéro, mais quand même, enfin eux typiquement, c'est impossible d'en parler. Parce que eux, en fait, la lutte féministe, queer, est tellement présente et tellement idéologique. Du coup, personne n'est des corps, mais eux, encore plus, en fait. Eux, ils n'ont pas leur mot à dire. En fait, c'est pas possible. Et je dis pas qu'on devrait faire ça pour eux ou quoi, mais en fait, pour moi, c'est un sujet intéressant pour dire aujourd'hui, vraiment, les mecs cis hétéros avec qui j'ai pu avoir du sexe dans les milieux militants ou quoi, tu sentais que c'était, mais c'est waouh, quoi. On est en train de faire un truc extrême. C'est pas possible. Faut pas qu'on le sache. Comment, c'est quoi les mots? Comment on peut le dire? Enfin, il y a une pression et en fait, on se remet de la honte, on se remet de la culpabilité, on se remet de l'auto-détestation en fait dans nos corps. Et juste ça, c'est pas possible. Enfin, si on veut militer ensemble, c'est pas ok en fait. On va devoir revoir le bail. Ouais, non, moi je voulais juste abonder dans ton sens de dire que en fait, quand on n'aborde pas les questions de sexualité et que ça reste quelque chose de privé, c'est vraiment pour moi genre les relations cis-hétéros qui reviennent sur le devant de la scène parce que c'est les personnes qui peuvent le faire dans des espaces qui sont considérés comme de l'intime. Et moi, par exemple, pour partager une expérience, en fait, dans un événement PD où j'étais, en fait, il y avait un espace collectif de sexe qui avait été pensé avec une salle dédiée à ça. Ça ne veut pas dire qu'on faisait du sexe collectivement, mais en fait, c'était posé comme pour que cet espace puisse bénéficier à tout le monde, en fait. Mais une autre catégorie politique, en tout cas, qui pourrait nous apprendre en tout cas beaucoup là-dessus, moi, c'est les PD aussi. Le monde PD, en fait. Le monde PD, alors c'est critiquable à plein d'endroits, je sais, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose comme le sexe est là.
on ne peut pas l'éviter, on est des corps, et la façon dont on se lie, en fait, elle peut être aussi très sexuelle, et ça va pas déterminer, enfin, tu vois, c'est pas grave en fait. Il y a quelque chose comme de la dédramatisation du sexe dans le milieu PD, dont je pense qu'on aurait quand même pas mal à apprendre. Du coup, on va parler des corps des non-humains. Ouais, trop bien. On reste dans la thématique corporelle. On va peut-être faire dresser les cheveux sur la tête aux gens qui se définissent comme humanistes. Mais c'est pas grave. Hein. On aime. Et on va parler de ton chat. De comment, dans ton bouquin, en fait, tu prends vraiment, via son menton, tu prends vraiment en compte genre, votre vécu ensemble et l'expérience spécifique de ton chat en tant qu'individu qui a vraiment sa spécificité. Et de comment en fait vous communiquez ensemble et de ce que ça dit en fait de ce qui est compris ou non comme forme de communication, que ce soit entre humains, entre non-humains, etc. Et du coup, tu mets en avant des similitudes qu'il y a dans nos vécus en tant que différentes catégories d'opprimés, que ce soit en effet sur l'axe des espèces, de la race ou des capacités. Tu exprimes pourquoi nos alliances en fait, sont si importantes pour nos libérations collectives. Est-ce que tu pourrais expliciter pourquoi il y a vraiment un réel intérêt à déconstruire la catégorie d'humanité, à la fois dans une perspective de libération animale, mais aussi quand c'est à l'intersection des luttes décoloniales et antivalidistes? La catégorie d'humanité, comme tu le dis, pour moi, elle est hyper intéressante dans un contexte de lutte écologiste, par exemple. Souvent, en fait, ce qu'on entend, c'est quel monde allons-nous laisser pour demain à nos enfants, l'humain arrive à sa perte. Enfin, il y a vraiment le discours est humano-centré, quoi. Ce qui est normal, on est des humains. Enfin, tu vois, à un moment donné, on va pas non plus, ça va. Le problème, en fait, pour moi, c'est qu'à chaque fois qu'on mobilise cette catégorie d'humains, on fait comme si tous les humains étaient dans le même panier. Ça, c'est vraiment le truc de on est tous dans le même bateau. Non, parce qu'il y avait enfin, bon, ce bateau-là, il est dirigé par des gens, il arrive à un endroit et il y a des gens qui ont été exploités pour le faire et il y a des gens qui sont exploités pour le faire avancer. Enfin bref, c'est pas le même bateau pour tout le monde en fait. Et pour moi, à chaque fois qu'on remobilise cette catégorie d'humains, en fait, on neutralise finalement toutes les différences sociales qu'il peut y avoir en fait à l'intérieur du groupe des humains. Et en fait, moi, ce que je dis et ce que je propose dans mon travail, c'est de comprendre en fait cette catégorie d'humains et de l'espèce comme une catégorie fluctuante en fait. Et typiquement de dire que dans l'histoire, il n'y a pas si longtemps, il y avait des personnes qui étaient considérées littéralement pas comme des humains en fait. Et je dis pas un truc de ouf quand je dis ça en fait. Et en fait, ces trucs-là ne sont pas que un épisode sombre de l'humanité en fait. Ce sont des choses qui persistent aujourd'hui. Et je parle encore une fois de moi, de mon vécu de meuf rebeu dans l'espace public, en étant pas mince, en ayant des cheveux très bouclés. En fait, tout ça, mon corps, en fait, la manière dont mon corps est perçu et la manière dont on communique sur mon corps, et des fois on me l'adresse dans les yeux, on est assez arrogant pour ça, me fait sentir ou m'assigne à une place animale en fait, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une expérience. Encore une fois, j'invente rien en fait. Plein de personnes racisées pourront vous le dire, des personnes handicapées aussi. C'est un peu un truc presque du quotidien de se faire voir ou de se faire dire comme une personne animalisée. Et moi, en fait, cet endroit-là, il m'intéresse parce que je me dis, attends, donc si moi, en fait, je suis pas complètement humaine, encore une fois, demain, en temps de crise, les humains qui vont sauver le monde, et c'est quoi la génération de demain? En fait, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi du tout. Donc, personnellement, aujourd'hui, dans mon projet politique, j'ai beaucoup plus intérêt à me lier aux catégories du non-humain, aux dissidentes des humains, aux dissidentes de l'humanité, en fait. Et là, on arrive à toute l'histoire des freak shows, des zoos humains. En fait, ces épisodes de l'histoire où, littéralement, il y avait des humains, donc valide, blanc, vraiment la définition la plus pleine de l'humanité, qui pouvait se permettre en fait d'aller voir des autres. Aujourd'hui, on dirait que c'est des humains, mais qui étaient non humains en fait, qui étaient des animaux, et à partir de là, de solidifier en fait leur place de privilège humaniste. Et en fait, pour moi, c'est ça le projet humaniste. C'est qui peut se définir comme humain, et qu'est-ce que ça induit comme domination de se dire humain aujourd'hui. Et c'est pas une catégorie biologique. Et c'est ça en fait que je dis. Et c'est comme le genre, et c'est comme la race, c'est pas des catégories biologiques. Et on peut travailler aujourd'hui en étant antispéciste et en bossant sur l'espèce en se disant que c'est une catégorie sociale en fait. C'est une catégorie qui bouge. Et les minorités, elles ont tellement à dire là-dessus en fait, sur qu'est-ce que c'est d'être animalisé, comment résister à ça, c'est quoi les pratiques en fait qu'elles mettent en place avec les animaux qui les entourent, qui sont pour moi beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus stimulantes que ce que fait l'antispécisme mainstream aujourd'hui. Donc là, tu nous as un peu présenté plutôt des aspects théoriques. Et en fait, si on part de ce postulat-là, qu'on se dit qu'il y a un intérêt à déconstruire cette position d'humanité, cette vision humaniste, qu'est-ce que ça produit d'un point de vue militant? Qu'est-ce que ça change dans les discours qu'on fait, les mobilisations,
la vie qu'on va mener. Et tu parles dans ton livre de se réapproprier des formes d'animalité. Par exemple, tu parlais de l'expression genre baiser comme des animaux. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi tout ça en fait? Alors, je vais pas expliquer ce que ça veut dire pour moi baiser comme des animaux parce que là on va rentrer dans un podcast pornographique en fait et j'adore, ça va être super, mais c'était pas le but en premier et les gens ne sont pas venus pour ça. Mais non, je pense que ça amène, en fait, c'est de faire la paix vraiment intérieurement. Et là, je pense encore une fois que c'est un truc de Blanchité aussi beaucoup en fait, de faire la paix avec cette part qu'on dirait incivilisée, indomptable, non valide dans l'espace public. Qui parle fort, qui se gratte aux endroits où il faut pas, qui se met un peu à poil. Enfin, pour moi, ça peut aller très loin en fait, le fait de faire la paix avec notre animalité en fait. Et c'est pas de la créer ou de la construire. Enfin, c'est pas de la. On l'invente pas en fait. Elle est là tout le temps. Et en fait, pour moi, les efforts qu'on fait pour la masquer ou pour la rendre acceptable ou pour la neutraliser ou pour la lisser, ils sont tellement coûteux et ils me semblent être tellement vides de sens politiquement que j'aimerais bien qu'on justement reparle de qu'est-ce qui nous rend animaux en fait. Quels sont les moments où on a eu le plus honte, où on s'est senti, voilà, j'aime bien l'expression ensauvagé ou non civilisé, qui sont aussi des expressions racistes au passage. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de faire des ponts sur la race à cet endroit-là en fait. Pourquoi les Blancs ont tant de mal à être ensauvagés ou non civilisés? À quoi ça les ramène en fait profondément en termes d'imaginaire colonial, enfin tu vois. Et de façon plus concrète, on va dire dans les milieux militants, c'est par exemple arrêter de considérer le véganisme ou l'antispécisme comme un luxe de la pensée, ou comme une question extrêmement lointaine et bourgeoise, ou comme une question de naïveté, tu vois. C'est apprendre à écouter d'autres formes du vivant et qui ne sont pas que les animaux aussi. Et là, on rentre dans plein de formes de spiritualité en fait, et de pratiques spirituelles, d'écoute, de danse, voilà. Moi, je m'y connais pas ouf dedans, mais j'ai plein d'amis en fait qui font ça et qui font vraiment, ouais, encore une fois, En fait, j'aime pas dire que c'est des formes de thérapie parce que la thérapie, on a l'impression que ça peut être du développement personnel. Ce qui, pour moi, en fait, n'est pas le cas. Un truc thérapeutique, peut-être c'est pas le bon mot alors, mais pour moi, c'est extrêmement politique en fait. Dans des espaces, comment tu arrives à faire exister le non-humain dans une lutte, dans un espace de lutte, et en arrêtant de l'assigner à quelque chose de naïf ou de mièvre ou de gentillet ou de féminin en fait, à la fin du truc. Et ça, je crois que la question, elle reste un peu ouverte en fait. Oui, je voulais juste dire, il est super le podcast, qui elles vont faire écouter, parce qu'elles veulent pas trop se vanter comme ça. Et non, moi je veux juste dire merci en fait. Non mais c'est nul, mais en fait c'est super important de dire merci, parce que ces trucs-là n'existeraient pas sans la diffusion, n'existeraient pas sans ce qu'on est en train de faire, n'existeraient pas sans les gens qui sont là. Et en fait, c'est ça les espaces révolutionnaires et contestataires. En fait, rien que ça. Non mais vraiment. Donc merci. En fait, merci à tout le monde juste d'écouter en fait. Merci. On s'applaudit. C'est la fin de cet épisode. Encore merci Myriam pour ton temps, tes mots et tes pensées. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez plein de ressources dans la description de l'épisode. À bientôt sur Avis de Tempête.